Dans un monde où humains et taoïstes coexistent, les deux camps vivent ensemble dans un monde chaotique où les monstres coexistent avec les humains. Il existe des êtres appelés Sunains. Leur mission est de capturer les êtres cruels et les monstres extrêmement puissants qui ne peuvent pas vivre dans le monde humain, afin de les transporter vers d'autres mondes comme le monde céleste, le monde taoïste, ou même le monde souterrain. Et les Sunin sont des demi-dieux et des demi-déesses, pas des dieux au sens strict où les humains les décrivent ou des immortels. Un jour, l'un de ces êtres volait dans le ciel sur le dos d'une créature ailée. La créature ailée soupira et se demanda si leur prochaine mission serait d'affronter un autre Inuji. L'écrivain répondit que c'était différent cette fois car il avait appris que la mission était liée à la tribu des serpents dans un village appelé Hul. Les événements racontent l'histoire de ce village. Un jour, une corde sacrée a été placée autour de celui-ci. En raison de la famine qui épuisait la population, certains d'entre eux ont franchi cette corde et sont entrés dans les montagnes à la recherche de nourriture, mais leur sort fut la mort. Aucun d'entre eux n'est revenu vivant, à l'exception d'une seule fille. Cette fille, que les villageois détestaient habituellement, était maintenant leur cible car elle ressentait leur désir intense de la tuer et que ce n'était pas qu'une illusion. En effet, un certain nombre de villageois se sont rassemblés autour d'elle, et l'une des femmes a commencé à la questionner, lui demandant si elle était la sœur qui avait tué les villageois. La jeune fille répondit calmement avec un soupir, se demandant sarcastiquement s'ils avaient beaucoup de temps libre, ce qui mit en colère l'un des hommes qui lui cria au visage, la traitant de yokai meurtrière. La jeune fille justifia la position des villageois, disant que ce qu'ils faisaient était compréhensible. Car il est naturel dans un village où les gens meurent de faim de vouloir prendre de la nourriture par la force à quiconque en a. Mais une des villageoises nommée Gilju trouva cela étrange. Elle mentionna les noms de certains de ceux qui sont morts, à savoir Monsieur, Mansouk, Jamioni et Gilbok, expliquant qu'ils sont tous allés au-delà de la corde sacrée et sont morts. Et elle se demanda comment cette fille pouvait être la seule survivante, soulignant que cette situation lui semblait étrange. La jeune fille essaya de calmer la situation, demandant à Gilju de demander de la nourriture si elle avait faim au lieu de causer des problèmes inutiles, mais Gilju répondit qu'elle devait se réveiller. Gilju continua son accusation, expliquant que le retour sain et sauf de la jeune fille depuis l'extérieur de la corde sacrée signifiait l'une des deux choses. Soit elle était un yokai, soit elle était du côté des monstres. La jeune fille répondit froidement qu'elle ne savait pas cela. Puis elle les défia, regardant les pierres et les bâtons qu'ils portaient, se demandant s'ils pensaient vraiment que de telles choses suffisaient à l'affronter après l'avoir traité de yokai meurtrière. À ce moment-là, ses yeux brillèrent en jaune, et elle révéla son secret, disant qu'elle pouvait entendre les pensées d'une personne simplement en la regardant dans les yeux. Quand les villageois virent ses yeux brillants, ils furent terrifiés, et leurs pensées, qu'elle pouvait maintenant entendre, commencèrent à révéler leur extrême peur d'elle. Ils trouvèrent son regard effrayant et ressentirent un sentiment terrible, et ils commencèrent à se demander si Barry était vraiment un yokai. Barry comprit leur réaction et réalisa pourquoi il la considérait comme un monstre. Même elle-même n'aurait pas voulu rencontrer quelqu'un comme elle. Néanmoins, elle les défia d'attaquer s'ils allaient le faire. Barry annonça qu'elle ne resterait pas les bras croisés à encaisser les coups. Et s'appuyant sur sa capacité à entendre leurs pensées, elle commença à esquiver leurs attaques avec une facilité incroyable car elle prédisait chaque mouvement avant qu'ils ne se produisent. Elle réussit à tous les vaincre et à les faire tomber au sol alors qu'ils hurlaient de douleur. Les pensées des villageois révélèrent leur choc et leurs vieux souvenirs alors qu'ils réalisèrent que Barry pourrait être la personne la plus forte du village, et ils se rappelèrent que même dans leur enfance, ils ne pouvaient pas la frapper une seule fois, ce qui fit regretter à l'un d'eux de s'être mêlé à elle. Barry se tenait devant l'un des villageois allongé sur le sol qui lui demanda avec peur sa véritable identité. Alors que les pensées des autres étaient un mélange de peur et d'une étrange admiration, car l'un d'eux croyait qu'elle était en effet un yokai, la jeune fille essaya de se justifier, mais elle ne trouva pas assez de mots pour expliquer sa situation. Gilju trouva la scène devant elle fascinante, et dans ses pensées, elle demanda instamment que la jeune fille soit achevée. Une autre personne apparut derrière la jeune fille et essaya de la frapper soudainement avec une grosse pierre. La jeune fille réussit à éviter l'attaque au dernier moment. Le combat continua pendant quelques instants au cours desquels le villageois qui l'attaqua la traita de yokai rusé. Après qu'elle eut esquivé son attaque et laissé tomber son bâton, l'homme essaya de la frapper en criant qu'il fallait la tuer, mais elle lui donna un coup de pied puissant au visage, et il tomba au sol inconscient. À ce moment-là, elle réalisa que ces gens étaient réellement affamés. Barry s'éloigna d'eux tandis que l'un d'eux continuait de la maudire à distance, la traitant de yokai meurtrière. Elle continua à marcher, pensant à la situation misérable du village, voyant les champs arides et les gens essayant de cultiver des terres stériles. Elle en vint à la conclusion que la situation était allée trop loin et qu'elle devait quitter le village dès que possible avant qu'il n'arrive quelque chose de vraiment mauvais. Malgré son fort désir de s'échapper de ce village misérable, elle ne pouvait pas partir. Et la raison en était sa mère, la seule chamane du village. Aucun des villageois ne reconnaissait sa mère comme une vraie chamane. Ils se moquaient juste d'elle. Et Barry s'interrogeait sur la valeur de son travail qui ne rapportait pas d'argent à un moment où tout le monde était occupé à chercher un gagne-pain. Dans sa maison, Barry réfléchissait à sa confusion, se demandant pourquoi elle était la seule survivante lors de ses sorties dans les montagnes dangereuses,
admettant à elle-même que c'était en effet étrange. Et le problème était qu'elle-même ne connaissait pas la réponse alors qu'elle coupait des herbes. Elle se demanda ce qui la distinguait des autres. Était-ce juste sa capacité à lire les pensées, ou était-ce la possibilité effrayante qu'elle ne soit pas humaine qui était la vérité? Au milieu de sa rêverie, elle se coupa le doigt avec le couteau. Sa mère se précipita vers elle, terrifiée à la vue du sang. Et bien que Barry essaya de la rassurer, la mère insista pour que ce soit elle qui prépare la nourriture et lui prit le couteau des mains. Dans une tentative de changer de sujet et de calmer sa mère, Barry présenta fièrement un gros faisan qu'elle avait attrapé, mais la réaction de la mère fut le contraire de ce qui était attendu. Elle était terrifiée de réaliser que sa fille était retournée à la montagne. La mère commença à la gronder, la mettant en garde contre le danger de la montagne. Mais Barry insista sur le fait qu'elle allait bien et qu'il devait manger pour ne pas mourir de faim. Leur dispute fut interrompue par un cri de colère venant de l'extérieur. Comme la mère du garçon avec lequel Barry s'était battu plus tôt était arrivée, le garçon était gêné et demanda à sa mère de demander à Barry et à sa mère de quitter le village, mais elle lui conseilla d'attendre un peu. La mère commença à crier, accusant Barry d'avoir agressé son fils. Barry répondit sarcastiquement, se demandant si son fils avait l'air si faible qu'une fille comme elle pouvait le battre. Puis elle commença à utiliser sa capacité à lire les pensées, lisant les pensées de la femme affamée qui prévoyait de prendre de la nourriture par la force, et lui demanda directement si elle avait faim, ce qui déconcerta la femme. Barry ressentait du ressentiment envers les villageois qui ne pensaient qu'à se battre et à prendre les choses par la force au lieu de les demander gentiment. La femme cria au visage de Barry, la traitant de yokai, et se jeta sur Barry pour la gifler. La mère de Barry intervint pour tenter de mettre fin à la situation et offrit le panier de nourriture à la femme agressive pour la calmer, ce qui attrista profondément Barry. La femme accepta la nourriture, mais stipula que Barry devait prouver qu'elle n'était pas un yokai. Barry répondit que celui qui fait l'affirmation doit fournir la preuve, ce à quoi la femme répondit que la survie de Barry en tant que seule personne de la montagne était une preuve suffisante. Barry dit à la mère du garçon d'un ton las de partir maintenant qu'elle avait pris ce pourquoi elle était venue, mais la mère explosa de colère, lui ordonnant de retirer sa main et l'accusant d'avoir dépassé les bornes. Soudain, la situation fut interrompue par l'arrivée d'un villageois criant, annonçant que quelqu'un était venu du palais et qu'ils étaient sauvés. Des murmures se répandirent rapidement parmi les villageois au sujet de l'arrivée d'un chasseur de yokai, tandis que le visage de Barry montrait des signes d'anxiété en apprenant la nouvelle. Les murmures des villageois continuèrent au sujet du mystérieux nouveau venu, l'un expliquant qu'il n'était pas une personne ordinaire mais qu'il appartenait à une organisation secrète du palais, ce qui surprit les autres qui furent étonnés que quelqu'un du palais vienne dans leur village isolé, et leur choc augmenta quand ils entendirent que le visiteur n'était qu'une seule personne. Alors que l'un des villageois le guidait sur son chemin, l'appelant Votre Altesse, Barry regarda le bel homme s'approcher d'eux, et à ce moment-là, la première chose qui traversa l'esprit de Barry fut que cette personne pourrait ne pas être humaine. La femme qui avait accusé Barry plus tôt n'hésita pas et la poussa vers le chasseur, criant que cette fille était le yokai. Le chasseur regarda Barry et lui demanda, confirmant son identité, tout en pensant à lui-même comment tout le monde pouvait l'appeler un monstre alors qu'elle ressemblait à un humain ordinaire. À ce moment-là, les yeux de Barry brillèrent en jaune, et le chasseur réalisa immédiatement qu'elle avait lu ses pensées et lui demanda à haute voix si elle était une lectrice de pensées. Barry a été choqué par sa question et a répondu par une contre-question lui demandant s'il était humain. Le chasseur était confus, tout comme les villageois. Puis, inaudiblement pour les autres, il envoya une pensée dans l'esprit de Barry, suggérant qu'ils avaient tous les deux des secrets et qu'ils devraient fermer les yeux sur cette affaire pour le moment. Barry réalisa, choqué, qu'il connaissait son pouvoir et qu'il avait délibérément communiqué avec elle, ce qui accrut ses soupçons quant à sa véritable nature. Après cela, le chasseur fit semblant d'être ignorant devant les villageois, leur demandant pourquoi ils étaient en colère et ce que signifiait le mot lecteur de pensée. Lorsqu'un villageois lui demanda si Barry était un monstre ou non, le chasseur déclara avec une certitude absolue qu'elle était humaine, ce qui choqua les villageois qui restaient sceptiques quant à ses paroles et choqua Barry elle-même qui ne pouvait pas croire qu'elle n'était pas un monstre. Après avoir réglé la question, le chasseur nommé Mori révéla sa véritable mission, expliquant qu'il avait reçu un manuscrit indiquant la présence d'un yokai serpent dans le village. Il demanda ensuite aux villageois si l'un d'eux avait attrapé ou mangé un serpent de forme étrange ou s'il avait remarqué quelqu'un se comporter soudainement comme un serpent. L'un des villageois admit nerveusement qu'il y avait une personne qui correspondait à cette description. La scène se déplaça vers le quartier général du maire du village, où le maire, le père de Yinho, confronta le chasseur Mori avec colère, lui demandant pourquoi il était venu. Mori se présenta comme un chasseur de yokai et présenta un décret royal. Et après que le villageois ait murmuré au maire que le visiteur venait du palais, le ton du maire changea immédiatement, et il l'invita à entrer. Le maire demanda pourquoi Mori voulait voir son fils, essayant de l'en empêcher en arguant que son fils était très malade et que sa maladie pouvait être contagieuse. Mais Mori ignora complètement ces avertissements et se dirigea vers la chambre du fils, indifférent aux tentatives désespérées du maire de l'empêcher d'ouvrir la porte. Lorsque Mori ouvrit la porte, il trouva la femme du maire à l'intérieur,
serrant son fils, Eunwoo, qui tremblait et souffrait. Sa mère lui demanda pourquoi il était là et le supplia de revenir avec elle pour être couvert et au chaud. Mais Yoonwoo s'accrocha fermement à elle, criant de faim, et exigeant son sein d'une manière enfantine qui choqua sa mère, qui se demanda avec confusion comment il pouvait avoir faim. Yoonwoo remarqua Mori à la porte et se demanda qui était cet homme. Mori et tous les autres furent stupéfaits lorsqu'ils virent la langue de Yoonwoo bouger comme un serpent. Mori ordonna à tout le monde de partir, à l'exception du jeune maître. Le maire protesta avec colère, refusant de faire confiance à un étranger et de quitter sa maison. Mori répondit calmement, soulignant que son fils avait beaucoup changé, ce qui laissa le maire sans voix. Mori promit qu'il ramènerait le fils à son état d'origine et répéta sa demande de partir, mais Yoonwoo cria, refusant de laisser partir sa mère. Le maire demanda désespérément si son fils reviendrait vraiment à la normale, ce à quoi Mori répondit par l'affirmative, puis ajouta qu'ils en seraient sûrs après avoir essayé. Le maire fut convaincu et décida de partir avec sa femme et les autres, traînant sa femme dont le fils la suppliait de ne pas partir et lui disant qu'il avait faim. Le maire poussa tout le monde dehors et leur ordonna de rester à l'écart, et la porte se ferma sur les cris de Yoonwoo. Barry était sur le point de partir elle aussi, mais Mori attrapa son bras et lui dit qu'elle devait rester, ce qui la surprit et lui fit se demander pourquoi. Mori lui ordonna de fermer la porte hermétiquement pour que personne ne puisse entrer. Barry obtempéra, marmonnant avec ressentiment, se demandant sarcastiquement si elle était devenue son subordonnée. De l'intérieur de la pièce, la voix effrayée de Yoonwoo s'éleva, appelant sa mère et disant que Mori était effrayant. Mori le confronta tandis que le garçon, enchaîné, criait qu'il ne l'aimait pas et essayait de s'échapper par la fenêtre. Mori répondit froidement qu'il ne l'aimait pas non plus, puis lui demanda d'un ton méprisant, « Et maintenant ?» avant d'asséner un coup puissant qui l'assomma. Barry halta sous le choc de la scène et lui cria dessus, lui demandant s'il était fou et ce qu'il faisait. Mori répondit simplement qu'il l'avait assommé. Barry ne comprenait pas et lui demanda s'il avait fait partir tout le monde juste pour faire ça, ce à quoi Mori lui rétorqua d'arrêter de dire des bêtises. Mori s'agenouilla à côté de Yoonwoo inconscient et demanda à Barry d'utiliser Juyojusa pour jeter un coup d'œil. Barry était perplexe face à ce mot et lui demanda de parler une langue qu'elle puisse comprendre. Mori révéla que Barry était une Tashim-Tonja et lui ordonna de lire les souvenirs du garçon. Barry répondit avec confusion qu'elle ne pouvait pas faire une chose pareille et qu'elle n'avait jamais entendu le terme Tashim-Tonja auparavant. Mori expliqua que les humains appellent cette capacité la télépathie. À ce moment, les yeux de Barry brillèrent en jaune, et Mori la confronta avec colère, lui disant qu'elle aurait dû demander la permission avant d'utiliser son pouvoir sur lui. Fut surprise par sa connaissance et lui demanda comment il s'en était rendu compte et s'il pouvait voir quelque chose. Alors Mori tendit son doigt et toucha son front, disant, « Ici », où une marque dorée brillante apparut. Mori, les yeux brillants en bleu, révéla qu'à chaque fois que Barry utilisait son pouvoir, il pouvait voir la marque de Tashim-Tonja apparaître sur son front. Après avoir été stupéfaite par cette révélation, Mori l'exhorta à essayer d'utiliser Juyojusa sur le garçon. Barry cria de désespoir, insistant sur le fait qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas lire les souvenirs, et elle commença à se souvenir de la première fois que cela s'était produit. Une nuit de son enfance, sa mère la caressait pendant son sommeil et lui demanda en plaisantant de quoi elle rêvait. À ce moment, lorsque la peau de sa mère toucha sa tête, les souvenirs de sa mère affluèrent soudainement en elle. Barry vit dans ses souvenirs quelqu'un dire à sa mère, dont le nom était Song, qu'elle devait élever cet enfant et qu'elle serait sa mère à partir de maintenant. La petite Barry trembla dans son lit alors qu'elle assimilait ce qu'elle avait vu et demanda à sa mère sous le choc si elle l'avait ramassé quelque part. À partir de ce jour, Barry réalisa que sa mère ne lui avait pas donné naissance. Mori interrompit sa rêverie en lui demandant si elle s'était souvenue de quelque chose. Barry répondit que ce qui s'était passé dans le passé n'était qu'une coïncidence, mais Mori lui demanda sarcastiquement si cette coïncidence était ce qui lui avait permis d'utiliser Juyojusa également. Barry s'emporta et l'accusa de la tester pour voir si elle pouvait utiliser son pouvoir maintenant. Ses yeux brillèrent en jaune alors qu'elle le traitait de fou. Mori admit que c'était la première fois qu'il rencontrait un Tashim-Tonja humain au cours d'une mission. Barry se demanda avec étonnement s'il y avait d'autres personnes comme elle dans ce monde, et Mori confirma leur existence. Barry se calma et lui dit qu'elle allait essayer. Alors que les larmes montaient dans ses yeux, elle stipula qu'elle essaierait d'utiliser Juyojusa, mais si elle réussissait, il devrait répondre à toutes ses questions. Mori remarqua ses larmes et lui demanda pourquoi elle pleurait, mais elle le nia. Mori promit d'accéder à sa demande et la supplia de ne pas pleurer, mais Barry insista sur le fait qu'elle ne pleurait pas mais qu'elle était juste surprise. Mori la guida sur la méthode correcte, expliquant qu'elle devait placer sa main sur la peau de la personne et se concentrer sur la raison pour laquelle il avait atteint cet état. Barry acquiesça et plaça sa main sur Yunho et commença à se concentrer, se demandant dans son esprit ce qui avait amené le jeune maître à cet état pour que la marque sur son front brille à nouveau. Barry voyagea dans le passé de Yunho, où elle le vit boire dans un grand bol, se plaignant d'une odeur nauséabonde. Immédiatement après, le garçon se sentit étourdi et extrêmement assoiffé et commença à boire de l'eau avec avidité dans une théière. Ses yeux devinrent rouges alors qu'il criait pour plus d'eau au point qu'il se déplaça vers le puits pour boire directement dedans. Dans sa vision,
Barry vit une servante crier de terreur. Alors que Nuo l'attaquait pour lui prendre le seau, la servante lui demanda avec inquiétude s'il allait bien, mais il lui cria de s'éloigner. À ce moment, Yunwoo sentit la même odeur nauséabonde du médicament qui émanait d'une cabane près du puits. La scène se déplaça ensuite vers la cabane où deux serviteurs parlaient avec dégoût de l'odeur provenant de bocaux remplis de serpents vivants, et ils trouvèrent cela dégoûtant. Barry entendit l'un d'eux dire que l'état du jeune maître Yunwoo s'était beaucoup aggravé, ce qui fit que Yunwoo dans la vision se demanda avec crainte si ce qu'il mangeait était un serpent. Ses soupçons le conduisirent à l'endroit où les bocaux étaient stockés, et lorsqu'il en ouvrit un, il fut choqué de voir les serpents à l'intérieur. Yunwoo regarda autour de lui pour découvrir que l'endroit était rempli de bocaux, et il réalisa qu'ils étaient tous préparés pour lui et que c'était le médicament qu'il avait bu. Submergé de terreur et de culpabilité, il se demanda dans son esprit, s'adressant à son père, ce qu'il lui avait fait manger. Dans un état de désespoir, l'un des bocaux tomba de ses mains, mettant accidentellement le cellier en feu, et il vit parmi les flammes les restes du corps d'un serpent géant. Les serviteurs se précipitèrent rapidement sur les lieux de l'accident. Et lorsqu'ils trouvèrent Yunwoo au milieu du feu, ils commencèrent à appeler à l'aider à essayer d'éteindre le feu. Quant à Yunwoo, il était absorbé par la pensée que son père avait commis cet acte horrible juste pour le sauver, et que tout cela était parce que lui-même était encore en vie. La vision se déplaça vers une autre scène où Yunwoo semblait être dans un état comateux, tandis que l'esprit du serpent apparut devant lui. Yunwoo s'est excusé auprès de l'esprit serpent et lui a offert son corps fragile, lui disant de le prendre si c'était ce qu'il voulait. L'esprit sembla demander s'il était sérieux, puis il laissa échapper un rugissement terrifiant. Puis l'esprit serpent entra dans le corps de Yunwoo. Soudain, la vision s'est coupée et Barry est retombé. Épuisé, Mori l'a rattrapé et lui a demandé si elle allait bien. Barry, en état de choc, lui a dit que le jeune maître avait offert son corps à l'esprit serpent parce qu'il se sentait très désolé pour lui. Mori fut surpris d'apprendre que Yunwoo s'était volontairement sacrifié, alors Barry lui demanda avec anxiété si cela signifiait que le jeune maître était mort. En réponse à la question de Barry, Mori répondit qu'il le découvrirait bientôt. Puis il sortit une arme comme un court-fouet et aplanaya. Un fin fil blanc émergea de son arme, se déplaçant comme un serpent, ce qui déconcerta Barry, qui se demanda si c'était un fil ou un vrai serpent. Le fil se rua sur le corps inconscient de Yunwoo et le mordit, faisant crier le garçon de douleur. Mori ordonna à l'entité occupant le corps de Yunwoo de sortir, exigeant qu'elle brise ses liens et retourne là où elle appartient vraiment. Une force bleue et noire commença à quitter violemment le corps du garçon, se matérialisant en un esprit sombre hurlant alors qu'il était retiré. Mori frappa l'esprit avec son arme brillante, et il hurla à nouveau avant d'être tiré vers son arme. Après avoir retiré l'esprit, le fil blanc que Mori appelait n'ayant revint, et il le félicita pour son bon travail. Barry regarda la scène avec étonnement, se demandant quelle était la vraie nature de Mori, s'il était un faucheur d'âme ou quelque chose de ce genre. Mori ordonna à Neon de quitter le jeune maître, alors le fil blanc se retira, et Yunwoo commença lentement à reprendre conscience. Mori demanda à Yunwoo s'il allait bien. Yunwoo regarda autour de lui et vit Barry, demandant si c'était vraiment elle, à quoi elle répondit par l'affirmative. Il se tourna ensuite vers Mori et demanda qui il était. Mori ignora la question, sortit un petit cristal bleu brillant d'une petite bourse, et le donna à Yunwoo, lui disant de le prendre et l'informant que quelqu'un avait quelque chose à lui dire. Dès que Yunwoo toucha le cristal, un petit spectre spirituel ressemblant à un enfant avec une queue de serpent apparut devant lui en criant « Grand frère ». Pendant ce temps, un chat observait la scène de l'extérieur. Yunwoo embrassa le petit esprit serpent. Yunwoo s'effondra, pleurant, s'excusant auprès de l'esprit encore et encore. Barry remarqua le petit esprit et se demanda, choqué, si Yunwoo pouvait voir les fantômes. Mori expliqua que Yunwoo pouvait parler aux esprits même si les autres ne pouvaient pas les voir et rappela à Barry l'esprit serpent qu'elle avait vu auparavant. Le petit esprit corrigea Yunwoo, disant que son nom était Shindong, pas mon enfant, et expliqua qu'il avait beaucoup souffert quand il était mort et qu'il était plein de chagrin. Mais son grand frère, Yunwoo, lui avait prêté son corps, et que sa mère, la mère de Yunwoo, l'avait traité très gentiment, ce qui avait enlevé une grande partie de son ressentiment. Yunwoo se sentait extrêmement coupable et dit à Shindong que ce qui s'était passé était impardonnable et lui offrit ses sincères excuses. L'esprit de Shindong remarqua que sa vraie mère était toujours triste mais forte, puis se tourna vers Mori, le décrivant comme fort, et lui demanda s'il pouvait emmener sa mère là où il était maintenant. Mori sembla confus et dit à l'esprit qu'il n'en avait aucune idée, mais expliqua que si sa mère mourait, elle aurait besoin de quelqu'un pour la guider vers l'au-delà. Mais si elle était responsable de nombreux décès, elle devrait d'abord faire face au jugement. En entendant le mot jugement, l'esprit ressentit de la peur et de la tristesse et commença à murmurer le nom de sa mère. L'esprit de Shindong éclata en larmes amères, incitant Yunwoo à réprimander Mori, l'accusant d'avoir fait pleurer l'enfant. Mori se demanda avec surprise si c'était vraiment lui qui l'avait fait pleurer, tandis que Yunwoo essayait d'apaiser le petit esprit. Mori insista sur le fait qu'il ne pouvait pas mentir à ce sujet et affirma fermement que les lois de l'au-delà étaient absolues, ce qui ne fit que faire pleurer davantage Shindong. Finalement, Mori céda à la frustration et promit à l'esprit qu'il ferait ce qu'il pouvait pour sa mère,
le suppliant d'arrêter de pleurer. L'esprit cessa immédiatement de pleurer et demanda à Mori s'il pensait vraiment ce qu'il disait, et il lui assura qu'il ferait de son mieux. Bien qu'il ne sache pas si cela changerait quoi que ce soit, le petit esprit le remercia et le serra chaleureusement dans ses bras. Alors Mori le corrigea, disant qu'il devait l'appeler frère, pas monsieur. Cette conversation éveilla la curiosité de Mori qui demanda à Shindong s'il était plus âgé qu'il n'y paraissait, surpris de son appel à Yinho, grand frère. Le petit esprit était confus par la question et admit qu'il ne comprenait rien de tout cela. L'esprit se sentit épuisé et décida de partir en disant bonne nuit, mais Mori l'arrêta avant qu'il ne disparaisse. L'esprit retourna dans le cristal bleu dans la main de Yinho, et Mori commenta que cette créature avait vécu pendant au moins 20 ou 30 ans. Barry déduisit de ces paroles que si l'esprit était si vieux, alors Mori lui-même devait avoir vécu pendant au moins un siècle. Mori lui demanda pourquoi elle était si curieuse, et elle nia avoir un intérêt particulier. Mais elle le justifia en disant que sa mère était une chamane, ce qui lui donnait un sens aigu pour ces choses. Puis Barry surprit Mori avec une question directe, lui disant qu'il était un psychopompe, un guide pour les esprits, n'est-ce pas, ce qui le surprit. Mori se moqua de sa conclusion, tandis que Barry se dit qu'il valait mieux qu'il ne sache pas comment elle y était parvenue. Mori se moqua d'elle, disant qu'il pensait qu'elle n'était pas curieuse à son sujet, mais maintenant elle semblait très intéressée. Yunwoo rejoignit avec enthousiasme la conversation, déclarant qu'il était également curieux, alors Barry dut admettre qu'elle avait un peu de curiosité. Mori sourit et lui dit que l'ignorance est parfois une bénédiction. À ce moment-là, Barry essaya de lire ses pensées, et la marque brillante apparut sur son front. Alors Mori la gronda, lui disant d'arrêter. Barry était agacé qu'il puisse détecter ses tentatives et décida que s'il n'était pas disposé à parler, elle jetterait un coup d'œil elle-même. Mori la prévint à nouveau, disant qu'il lui disait cela pour son propre bien. Ses yeux brillèrent en rouge alors qu'il lui expliquait que la procédure habituelle était d'effacer les souvenirs de tout humain qui découvrait sa vraie nature. Pour prouver son point de vue, il sortit un talisman doré et lui ordonna d'oublier, expliquant que ce talisman pouvait dévorer tous les souvenirs qu'elle avait de lui. Barry était terrifié et demanda ce qu'était ce talisman, à quoi Mori lui dit qu'avec une seule commande, il pouvait effacer ses souvenirs pour toujours. Puis il attrapa Yinho fermement et pressa le talisman contre son front, lui disant qu'il se réveillerait dans une heure et que tous ses souvenirs de lui seraient partis. Barry était si effrayé qu'elle hurla, insistant sur le fait qu'elle n'était plus du tout curieuse et qu'elle avait si peur qu'elle ne pouvait plus respirer. Mori rangea le charme et s'approcha de Barry, suggérant que si sa curiosité était si forte, elle devrait devenir sa compagne, et alors il lui dirait tout sur lui. Barry comprit du mot compagnon qu'elle serait sa subordonnée. Barry rejeta immédiatement l'idée, se demandant sarcastiquement s'il était fou de penser qu'elle irait chasser les yokais, insistant sur le fait qu'elle ne tiendrait pas un seul jour dans ce métier. Mori expliqua que ce serait lui qui s'occuperait des yokais et que son rôle serait différent. Barry changea rapidement de sujet, lui rappelant sa promesse antérieure de lui parler d'autres lecteurs d'esprit et de sa capacité à voir le passé, exigeant qu'il en parle. Mori sembla hésiter en remarquant quelqu'un à l'extérieur. Il se déplaça rapidement pour partir, mais Barry l'arrêta et insista sur le fait qu'il ne pouvait pas rompre sa promesse, expliquant que cette affaire était très importante pour elle car elle avait vécu toute sa vie en croyant qu'elle était un monstre. Soudain, les yeux de Mori brillèrent en rose alors qu'il libérait une capacité appelée œil de mille lieues, et un énorme oiseau noir apparut dans le ciel. Mori sauta derrière l'oiseau et commença à se déplacer rapidement vers lui. Barry le suivit, criant et exigeant qu'il attende, et lui cria qu'il ne pouvait pas s'échapper comme ça et qu'il devait tenir sa promesse. Mori continua à s'éloigner, ce qui mit Barry en colère, qui le traita de fou. Puis Mori appela un chat bleu nommé Moromi qui commença à se transformer en une énorme créature volante. Barry fut surprise par la scène, puis tomba au sol sous le choc, levant les yeux vers le ciel et se demandant ce qu'était cet oiseau géant. Pendant ce temps, Mori planait dans le ciel sur le dos d'une créature ressemblant à un dragon ailé nommé Moromi. Mori chassa un énorme yokai volant. Mori cria en exigeant que le yokai s'arrête, et les deux s'affrontèrent dans les airs. Mori sentit que l'espace était trop étroit pour un combat. Mori grogna à propos de la situation, lui disant que le yokai était du type Oria. Alors Mori a décidé d'y aller et de finir le travail lui-même. Mori a bondi dans les airs en utilisant son arme en forme de serpent et s'est approché du yokai volant, qui était surpris que Mori puisse s'en approcher si rapidement. Mori a lancé une attaque en forme de serpent, qui s'est déplacée à une vitesse folle. Le fouet en forme de serpent s'est enroulé autour de la queue à plumes du yokai. Le fouet a arraché les plumes du yokai, et il a crié d'agonie. Le yokai vaincu est tombé du ciel, ne laissant que quelques plumes derrière lui. Mori s'est déplacé rapidement et a atterri sur le yokai, puis a pointé son arme sur le cou du yokai alors qu'il tremblait de peur. Mori lui a demandé son identité, et le yokai a regardé l'arme de Mori qui brûlait d'une flamme jaune, et s'est demandé avec stupéfaction si c'était la corde de liaison de serpent. Mori a continué sa confrontation avec le yokai volant, qui tremblait de peur à la vue de l'arme de Mori à la flamme jaune brillante. Mori lui a demandé comment il le savait. Le yokai a éclaté d'un rire hystérique, confirmant qu'il le connaissait bien. Le yokai s'est demandé avec stupéfaction si c'était la corde de liaison de serpent.
Le yokai a expliqué que cette arme était la corde de liaison de serpent, une corde sacrée liée à l'esprit d'un serpent. Il a continué, en pointant l'esprit chevauchant un autre esprit. Avant de se tourner vers Mori et de lui demander s'il était le lion spirituel, le yokai a confirmé avec enthousiasme que celui qui se trouvait devant lui était bien le lion spirituel. Mori avait l'air confus, se demandant quelle était l'identité de cette étrange créature. Le yokai l'a défié, lui demandant ce qu'il ferait maintenant qu'il connaissait son identité. Mais soudain, le comportement du yokai a complètement changé, et il a commencé à applaudir avec enthousiasme le lion spirituel, exprimant son profond amour pour lui. Puis Mori l'a frappé avec colère, se demandant quelle était son identité et pourquoi il espionnait le lion spirituel, ce qui a fait penser à Mori que cette créature était folle. Le yokai s'est présenté comme Bia de la tribu des oiseaux, puis a dit à Mori, qu'il a appelé Maître Lion, qu'il n'était pas celui qu'il recherchait et lui a révélé que sa véritable cible était le temple Magnan. Mori resta silencieux, répétant le nom du temple avec confusion. Pendant ce temps, Barry était perdue dans les douloureux souvenirs de son enfance. Elle se souvenait comment sa grand-mère l'avait toujours défendu et avait chassé les femmes qui l'avaient fait pleurer. Elle réalisa qu'à cette époque, pleurer était tout ce dont elle avait besoin pour surmonter les difficultés. Mais après la mort de sa grand-mère, tout a changé. Elle se souvenait des chuchotements des villageois qui disaient que sa grand-mère, la chamane, était morte en essayant de la sauver, et qu'elle avait ramassé un enfant dont elle ne connaissait pas la vraie nature, et comment la chamane elle-même ne pouvait pas voir son propre destin. Après sa mort, Barry réalisa qu'il ne restait plus personne pour la protéger. Après une demi-année de souffrance, elle et sa mère mouraient lentement de faim. Un jour, Barry trouva de la nourriture placée dans la neige, notamment un faisan, un lapin, des fruits et des pommes de terre. Elle remarqua des empreintes d'oiseaux à côté de la nourriture. Et quand elle leva les yeux vers le ciel et vit les oiseaux voler, elle sentit que sa grand-mère était revenue sous la forme d'un oiseau pour la sauver, et elle l'appela en pleurant alors qu'elle mangeait ce repas, qu'elle décrivit comme le plus chaud et le plus délicieux du monde. Elle fit un vœu. Elle se promit qu'elle ne pleurerait plus jamais, même si elle devait ramasser des branches d'arbres tombées au lieu de couper du bois et qu'elle survivrait quoi qu'il arrive. Mais elle sentit ce jour-là que toute cette détermination était devenue dénuée de sens. Après avoir pleuré tant de fois, alors qu'elle revenait au coucher du soleil, elle pensait qu'elle avait découvert l'existence d'un autre lecteur d'esprit en dehors d'elle-même dans ce monde. Barry marchait, pensant à la promesse de Mori qu'il répondrait à toutes ses questions si elle utilisait sa capacité à voir le passé. Entre-temps, Barry rentra chez elle en pensant qu'il serait préférable que Mori ne revienne jamais pour qu'elle puisse manger toute la nourriture que la dame leur avait donnée elle-même. Barry a été surprise par l'apparition soudaine de Mori devant elle, lui demandant pourquoi elle était revenue si tard. Elle lui demanda avec confusion pourquoi il était là, et Mori répondit calmement, se demandant quelle raison pouvait l'empêcher de revenir. Il lui rappela leur accord et lui demanda sarcastiquement si elle pensait qu'il était un homme impoli qui romprait sa promesse et s'enfuirait. Barry lui cria dessus avec colère, disant qu'il aurait dû lui dire quelque chose avant de disparaître soudainement et de s'envoler dans les airs, exprimant à quel point elle était terrifiée. Mori la regarda avec un sourire narquois et lui demanda s'il était possible qu'elle se sente déçue lorsqu'il disparut. Barry le nia avec confusion, justifiant son choc en disant qu'il avait promis de répondre à toutes ses questions et s'était ensuite envolé soudainement. Alors que Mori la regardait avec scepticisme, la mère de Barry sortit et les vit, se demandant ce qui se passait. Bia avait rejoint Mori, et il regardait la nourriture que Barry avait apportée. Bia cria avec enthousiasme lorsqu'il trouva le vin parmi la nourriture, disant que longtemps s'était écoulé depuis qu'il l'avait vu pour la dernière fois et commença à boire avec impatience tandis que Barry le regardait avec choc, se demandant si c'était un monstre. Mori confirma ses soupçons, expliquant qu'il était bien un monstre et qu'il était un Johan, un demi-oiseau. En entendant cela, le Johan se demanda si lui aussi n'était pas entièrement humain. À ce moment-là, Barry se sentit terrifié lorsqu'elle réalisa qu'un monstre était entré dans sa maison, et la marque dorée apparut sur le front de Barry alors qu'elle y pensait. Soudain, Bia se tourna vers Barry et lui demanda de ne pas utiliser la lecture de l'esprit sur lui, expliquant que la sensation était terrible lorsque quelqu'un utilisait cette capacité sur lui, ce qui surprit Barry car il était capable de la détecter. Mori regarda Barry et lui dit que ce n'était pas lui qui l'avait révélé à Bia. Bia continua à boire le vin avec enthousiasme et offrit également à Barry une boisson. Barry fut surprise et lui demanda comment il connaissait son nom, ce à quoi il répondit qu'il connaissait bien tous les villageois. Il ajouta ensuite qu'il était particulièrement intéressé par les personnes vivant dans cette maison. Et lorsque Barry lui demanda pourquoi, il expliqua que sa mère, Sonia, avait l'habitude de lui laisser une cruche de vin sur le toit chaque nuit de pleine lune, mais elle avait récemment cessé de le faire en raison des moments difficiles. La mère de Barry répondit que sa grand-mère était celle qui lui avait dit de continuer à le faire. Bia fit l'éloge de Somme la décrivant comme une grande chamane qui prenait bien soin du village de Yule. Il révéla ensuite à Barry que lorsqu'elle était petite fille, c'était lui qui chassait les faisans et les lapins pour elle en retour de la gentillesse de sa mère. Il lui demanda si elle s'en souvenait. Et à ce moment-là, Barry réalisa que les empreintes d'oiseaux qu'elle avait trouvées à côté de la nourriture dans le passé étaient les siennes. Bia confirma cela avec un grand rire.
Barry se sentit très désolé et s'excusa auprès de lui parce qu'elle ne l'avait pas réalisé et pensa tristement que celui qui l'avait sauvé n'était pas sa grand-mère après tout. Elle se critiqua silencieusement, se demandant comment elle, qui avait été intimidée toute sa vie pour être un monstre, avait été si impolie envers le monstre qui lui avait sauvé la vie. Elle se traita de folle en les regardant. Bia interrompit ses pensées, disant que ce n'était pas grave. Et pour toute la nourriture qu'il avait reçue de sa mère, c'était le moins qu'il puisse faire. Barry accepta à contre-cœur, admettant qu'elle avait été très impolie lors de leur première rencontre. Le mot coréen pour impoli est mour. Et quand Bia l'entendit, il pensa qu'elle appelait Mori, alors il cria « Quoi, Mori ?» Ce qui surprit à la fois Mori et Barry. Bia éclata de rire et dit à Barry qu'elle était un personnage unique pour avoir utilisé le mot Mira et ajouta qu'un peu d'impolitesse entre eux était acceptable. Mori intervint avec colère, exigeant que Bia cesse d'utiliser son nom comme synonyme de grossier, expliquant que l'entendre le dérangeait. Bia eut l'air confus et demanda si son nom était vraiment Muret, mais Mori soupira de désespoir et décida de l'ignorer, leur disant de continuer leur conversation. Bia essaya de changer de sujet, se tournant vers Barry et disant que comme il l'avait mentionné précédemment, les gens détestent les monstres, et ce n'est qu'un instinct naturel. Bia continua, expliquant que ce genre d'épreuve est simplement le destin de ceux qui sont différents comme eux. Mori l'interrompit avec une question directe, se demandant pourquoi il avait placé des cordes sacrées à chaque entrée de la montagne. Bia fut déconcerté et admit que le dieu de la montagne lui avait ordonné de le faire. La mère de Barry cria de surprise à la mention du dieu de la montagne. Mori regarda Bia et dit, « Alors c'est ce qui s'est passé ?» Ce qui déconcerta Bia qui se demanda comment Mori était au courant. Mori a expliqué qu'il avait remarqué que les plumes sur la corde sacrée étaient exactement comme celles de Bia, alors il a deviné, et Bia est tombée dans le piège très facilement. Soudain, Mori a sorti un couteau et l'a pointé sur Bia, exigeant qu'il lui dise la vérité et arrête de se dérober. Bia a crié de peur, lui disant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. La mère de Barry s'est levée, se demandant avec colère pourquoi le dieu de la montagne leur parlait au lieu de lui. Bia lui a crié dessus, expliquant que si un villageois était mort en dehors de la corde sacrée, les villageois n'auraient pas laissé Songa tranquille, soulignant qu'il cherchait déjà une erreur pour lui reprocher, à elle et à Barry. Bia a continué à crier et à supplier qu'on le laisse tranquille, insistant sur le fait qu'il n'avait fait que ce que le dieu de la montagne lui avait ordonné de faire. La mère de Barry lui a calmement demandé pourquoi il ne lui en avait pas au moins parlé, ce à quoi Bia a répondu qu'il ne connaissait pas lui-même les détails et qu'il voulait demander au dieu de la montagne pourquoi on lui avait confié cette tâche ennuyeuse. Tout ce que le dieu de la montagne a fait, c'est lui crier dessus et lui ordonner de mettre les cordes sacrées à chaque entrée de la montagne, et il n'arrêtait pas de l'embêter. Soudain, une voix est apparue de nulle part disant à Bia qu'il avait causé toute cette agitation parce qu'il n'écoutait que quand quelqu'un criait. Un petit esprit divin est soudainement apparu, ce qui a stupéfié la mère de Barry. Mori a demandé à l'esprit si elle était l'esprit divin, ce à quoi elle a répondu par une contre-question, demandant s'il n'avait jamais vu un esprit divin aigu comme elle auparavant. L'esprit a examiné Mori et son compagnon spirituel, Miromi, et a exprimé son admiration pour Miromi, le décrivant comme un magnifique dragon fantôme noir. L'esprit a déduit que Mori devait être un messager spirituel, ce qui a fait réaliser à Mori qu'elle était bien un esprit divin. Mori lui a demandé pourquoi elle avait ordonné de placer les cordes sacrées alors que Bia tremblait devant elle. L'esprit a répondu que la corde était juste un avertissement pour empêcher les gens d'errer dans les montagnes. La mère de Barry lui a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit directement, et l'esprit a expliqué que si elle lui avait dit, Barry aurait tout lu en lisant ses pensées. Alors l'esprit a révélé que Barry ne réalisait pas combien de fois elle avait failli mourir en la protégeant chaque fois qu'elle traversait cette corde. L'esprit a crié sur Barry, lui demandant si elle savait combien de fois elle avait failli mourir en la protégeant. Bia l'a interrompu, disant qu'elle n'avait pas de corps, donc elle ne pouvait pas mourir, et qu'elle devrait dire qu'elle s'était presque évanouie à la place, ce qui a mis l'esprit en colère qui la menaçait de mort réelle. L'esprit a expliqué que si Barry savait qu'elle la protégeait, elle irait à la montagne tous les jours sans crainte, et elle était du genre à faire ça. Pendant que l'esprit parlait, Barry, Bia et Mori mangeaient tranquillement, l'ignorant complètement. Barry n'a prêté aucune attention à l'esprit divin et lui a demandé sarcastiquement si elle disait encore du mal d'elle. L'esprit a dit à Barry que son intuition était très vive et qu'à cause de sa maudite capacité à lire dans les pensées, elle ne pouvait même rien dire à sa mère. L'esprit a continué à penser que si la situation continuait ainsi, elle serait punie par les dieux pour avoir divulgué des secrets célestes et souhaitait que Barry se marie bientôt pour se débarrasser de ce problème. Pendant ce temps, Barry demandait à Mori pourquoi l'esprit leur avait demandé d'accrocher la corde sacrée en premier lieu. Mori a répondu que l'esprit voulait que la corde soit un avertissement, mais c'était plutôt comme si elle disait « J'ai traversé la corde et j'ai dû te protéger, et j'ai failli mourir ou presque m'évanouir ». Barry a été choquée de réaliser que la raison de sa survie pendant tout ce temps était que l'esprit la protégeait. Elle se sentit extrêmement reconnaissante et remercia l'esprit divin. Puis elle s'inclina devant elle, s'excusant de ne pas l'avoir réalisé, et la remercia à nouveau de l'avoir sauvée pendant que l'esprit la regardait en silence. Après quelques instants, Mori lui a dit qu'elle s'inclinait dans la mauvaise direction.
Barry regarda autour d'elle avec confusion, mais l'esprit soupira et lui dit d'oublier ça et qu'il n'était pas nécessaire de la remercier. Alors Bia l'a interrompu, soulignant qu'ils avaient assez mangé et lui a demandé s'il était temps d'aller attraper Manonce. Bia a été surpris par l'idée d'y aller au milieu de la nuit. L'esprit a crié sur Bia, disant que ce n'était pas le moment de critiquer car des gens mouraient et il mangeait toujours et a menacé de le gifler s'il ne bougeait pas. Mori a accepté d'y aller et a demandé à Barry et à sa mère de rester à la maison car c'était dangereux. Puis il a créé une barrière d'énergie autour de la maison pour les protéger des esprits errants. Mais par mesure de précaution supplémentaire, il a enlevé sa boucle d'oreille, qui était un petit cristal, et l'a donnée à Barry. Il lui a dit que si quelque chose arrivait, elle devait tenir le cristal fermement et prier pour la protection, en imaginant un bouclier circulaire l'entourant. Il a ajouté qu'avec sa capacité à voir le passé, cela devrait être facile pour elle. Alors qu'il s'éloignait, il lui a dit qu'elle ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois, uniquement en cas de danger réel. L'esprit l'a appelé pour qu'il se dépêche, alors Mori est parti pour la rattraper, laissant Barry debout, confuse. Barry se demandait pourquoi il lui avait donné le bouclier au lieu de le prendre lui-même puisqu'il était celui qui allait chasser les monstres. Alors qu'elle contemplait le cristal dans sa main, elle regarda la boucle d'oreille de Mori et pensa qu'elle lui était familière d'une certaine manière. Ailleurs, au fond des montagnes sombres, une entité mystérieuse recevait un message de ses corbeaux. L'entité réalisa que le messager spirituel était en route et décida de lui réserver un accueil approprié. De l'intérieur d'une grotte sombre, l'entité révéla sa forme et un énorme serpent s'enroula autour d'elle, croyant que ce qu'elle offrirait serait plus que suffisant pour transmettre ses sentiments. Au fond de la grotte, les corps des villageois disparus gisaient sur le sol, gémissant de douleur. En route vers la montagne, l'esprit, Bia et Mori volaient dans le ciel. Mori a demandé à Bia pourquoi les villageois appelaient Barry un monstre et s'il pouvait sentir sa capacité à lire dans les pensées. Bia a ri et a expliqué que Barry possédait cette capacité depuis qu'elle était bébé. Il a ajouté qu'après avoir vécu avec elle pendant longtemps, même les gens ordinaires pouvaient sentir quelque chose d'étrange chez elle. Mori y a réfléchi, concluant qu'elle avait toujours possédé cette capacité, et c'est pourquoi il se sentait étrange à son sujet. L'esprit a expliqué que les lecteurs de pensées humains qu'elle avait vus dans le monde des sages étaient tous des personnes âgées. L'esprit a expliqué que les humains nés avec la capacité de lire dans les pensées la perdent généralement à un âge précoce. Après environ 3 ans, la capacité disparaît. L'esprit a crié avec colère que si Barry était comme eux, elle n'aurait pas autant souffert et qu'elle était un cas unique. Mori l'a confirmé, tandis que Bia a ajouté en riant que Son elle-même avait du mal quand Barry était petite. Son et sa grand-mère se souvenaient comment elle regardait bébé Barry avec surprise, la décrivant comme un enfant étrange. L'esprit divin a continué, soulignant qu'il était naturel pour les gens d'avoir du mal à traiter avec Barry car elle était une fille spéciale qui avait vécu pendant 19 ans dans un petit village de montagne comme celui-ci. Soudain, Muromi a crié en avant, remarquant une masse pâle à l'horizon. L'esprit l'a immédiatement reconnue, leur disant ce que c'était et les exhortant à se dépêcher. Alors qu'ils approchaient, Mori a été dégoûté par une odeur nauséabonde émanant de l'endroit. L'esprit a expliqué que c'était l'épouse du dieu de la montagne, Manionce, et qu'elle était autrefois un bel esprit de serpent. Mori se demandait si c'était elle qui tuait des gens et comment elle pouvait bouger tout en étant piégée à l'intérieur d'une barrière. L'esprit a confirmé que quelqu'un l'avait emprisonnée à l'intérieur de cette barrière et a crié avec colère qu'elle avait dit à Manjonsa 100 fois de faire quelque chose à propos de sa femme, mais il a toujours prétendu qu'il ne pouvait pas l'attraper. L'esprit a exprimé son sarcasme face à la situation. Dès que le messager spirituel Mori est arrivé, elle a été soudainement capturée. Mori a déduit que Manonza l'avait amené ici lui-même, leur épargnant la peine de le chercher, mais Bia a remarqué que cela avait été fait à la hâte. Bia a expliqué sa conclusion, soulignant que Manjonsa avait essayé d'entasser sa femme dans la grotte et de la sceller avec une barrière, mais son corps était trop grand pour entrer complètement, donc la moitié de celui-ci est restée à l'extérieur. Mori se demandait avec inquiétude s'il pouvait même s'approcher de cette chose. Elle a remarqué que la barrière était physique, ce qui signifiait qu'elle bloquait les êtres et les attaques physiques, pas seulement les fantômes. Mori a décidé que si la barrière était physique, il pourrait simplement la briser par la force, soulignant qu'elle avait l'air assez fragile. Mori s'est préparé à attaquer, appelant son compagnon, Moromi. Le dragon noir a plongé et a attrapé Mori, le transportant haut dans le ciel. Mori a plongé d'en haut vers la barrière, son arme brûlant d'une épaisse flamme orange, déterminé à tester sa résistance. Il a frappé la barrière avec une force immense, créant une explosion de feu, puis l'a frappé à nouveau avec une force encore plus grande. Alors qu'il se préparait à porter le troisième coup, une voix a retenti en criant de s'arrêter, et une nouvelle barrière énergétique est soudainement apparue pour bloquer son attaque. Quelqu'un est apparu de nulle part, et Mori a commenté qu'il avait finalement décidé de se montrer. C'était le dieu de la montagne, Manionsa. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.